Merci de vous joindre à nous pour cet atelier concernant le programme fédéraux sur les carburants à faible intensité carbone. Je commence par me présenter. Je suis Patrick Fournier, je vais être le modérateur pour l'atelier. Je suis directeur général au sein de la firme Tetra Tech pour le groupe environnement depuis environ 13 ans. Puis ça fait environ 25 ou 26 ans, j'ai arrêté de compter, que j'œuvre dans le domaine du génie conseil québécois. Rapidement, vous présenter Tetra Tech, la firme pour qui je travaille. Tetra Tech, c'est une firme d'ingénieurs conseils qui est spécialisée dans différents domaines, notamment les différents domaines qui sont couverts par l'ACPER, notamment les énergies renouvelables, tout ce qui est éolien, solaire et hydro. Ils travaillent aussi dans le domaine de l'ingénierie associée aux carburants à faible intensité carbone. Et on peut accompagner les clients dans tous les cycles du projet qu'ils font, notamment au début du projet, par les études de faisabilité, tout ce qui est études technico-économiques, voir si le projet fait du sens financièrement et techniquement. Ensuite de ça, on peut les accompagner au niveau de l'ingénierie du projet détaillé, toutes les fameuses demandes de permis dont on a beaucoup entendu parler au cours des derniers jours avec le ministère de l'Environnement pour faire autoriser ces projets-là. Et finalement, on les accompagne aussi pendant la surveillance des travaux lorsqu'il y a la construction pour s'assurer que c'est fait selon les standards. Peut-être rapidement, Tetra Tech, en quelques chiffres, on parle de plus d'une compagnie qui a environ 25 000 employés dans à peu près sur 7 continents. On parle de 550 bureaux à travers le monde. On fait plus d'une centaine de milliers de projets par année où est-ce qu'on accompagne nos clients dans différents domaines. On parle de 22 000 clients différents. C'est évidemment une compagnie cotée en bourse au Nasdaq et chiffre d'affaires d'environ 4,5 milliards de revenus par année. Et on œuvre dans environ une centaine de pays, donc d'envergure mondiale, je dirais, au niveau de la firme. Peut-être pour vous mettre en contexte, avant de passer à nos panélistes, la raison de l'atelier aujourd'hui, c'était pour parler un peu d'arrimage, focusé là-dessus. On a parlé de beaucoup d'autres domaines au cours des derniers jours, mais comme l'atelier l'explique aujourd'hui, au niveau de l'arrimage, il y a plusieurs mesures actuellement qui sont mises en œuvre, autant au niveau du provincial que du fédéral. J'appelle ça un peu la mosaïque des mesures qui ont été mises en place. Puis on regarde maintenant, on s'attarde, ce qui est important de focuser, c'est savoir comment est-ce que toutes ces mesures-là vont interagir entre eux, vont s'influencer, est-ce qu'ils vont bien s'arrimer. Puis pourquoi on pense que c'est important? Bien, c'est qu'on vit évidemment dans un environnement concurrentiel. Le Québec ne s'en sort pas, comme vous vous en doutez. On a entendu le ministre Fitzgibbon un matin parler de l'IRA, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. C'est un programme qui prévoit plusieurs mesures d'incitatifs financiers, notamment pour les compagnies qui vont vouloir œuvrer ou se lancer dans la production d'énergie renouvelable ou à faible intensité carbone aux États-Unis. Il va y avoir des subventions et des incitatifs financiers très intéressants. On veut que le Québec reste compétitif dans ce marché-là. On veut que ça reste un terreau fertile à l'implantation des entreprises ici au Québec. Donc, on doit se questionner à savoir quelle est la réponse canadienne et québécoise, puis comment est-ce que toutes les mesures qu'on a mises en place jusqu'à maintenant vont interagir entre elles pour concurrencer les Américains, notamment. Juste pour donner un petit exemple, un peu peut-être ce que j'appelle la mosaïque ou la complexité peut-être des mesures qui sont en place présentement. Je vous en nomme 7 très rapidement sans rentrer dans le détail, mais tout le monde est familier probablement avec le SPEDE, le système de plafonnement et d'échange qu'on appelle couramment la bourse du carbone au Québec. C'est un règlement québécois qui vise à mettre en place un système de bourse de carbone. Puis quand ce règlement-là est arrivé en application, il y a déjà quelques années de ça, il a introduit des notions, par exemple, de droit d'émission, d'allocation gratuite ou de crédit compensatoire que les entreprises pouvaient générer. Ensuite de ça, il y a eu sa contrepartie canadienne qu'on appelle le OPBS, le Output Based Pricing System, qui est un système de crédit carbone, mais au niveau fédéral. Par la suite, on a eu le règlement fédéral sur les redevances sur les combustibles, donc une taxe qui s'applique à certains combustibles fossiles. On a un règlement québécois sur l'intégration du contenu à faible intensité carbone dans l'essence. C'est un règlement qui vise un peu à fixer, je dirais, la demande. Ensuite de ça, on a la loi puis les règlements qui visent l'augmentation du nombre de véhicules zéro émission produites. C'est un règlement aussi là aussi, il vient mettre un système de crédit, lui aussi, qui va être des crédits pour les fabricants de véhicules zéro émission. Et ceux qui n'en fabriquent pas, les moteurs à combustion, vont devoir acheter ces crédits-là. Et évidemment, ça va avoir une influence à certains niveaux sur la demande de carburant. Finalement, le sixième, le crédit d'impôt qui a été annoncé, qui s'en vient sous peu, québécois, pour la production de biocarburants au Québec. Lui va venir jouer un petit peu au niveau de l'offre, ça va être un incitatif financier pour que les producteurs soient incités à en produire plus, à offrir plus de produits. Et le petit dernier dont on va parler aujourd'hui, le RCP, Règlement sur les combustibles propres, ou comme on l'appelle parfois en anglais le CFR, le Clean Fuel Regulation. Lui, c'est un règlement fédéral qui vient mettre en place un autre marché d'unités de conformité, cette fois-là qu'on appelle, où les participants vont pouvoir se transiger des unités de conformité. Puis il intervient lui aussi au niveau de la demande, c'est-à-dire qu'il fixe un standard pour les gens qui vont
créer un besoin au niveau de la demande. Donc, c'est peut-être un peu mélangé après toute cette énumération de règlements-là. C'est normal, c'est nouveau un peu pour tout le monde, puis on essaye tout un peu de se démêler là-dedans. Donc, notre conférencier aujourd'hui, M. Tim Auger, de la firme ABFC, il va nous présenter à haut niveau certaines des particularités de ce nouveau règlement-là, du Clean Fuel Regulation. Puis ensuite de ça, on aura un panel avec nos autres panélistes où on va pouvoir discuter un petit peu là, des enjeux d'arrimage de ce règlement-là avec les autres règlements qui existent déjà. Donc, sans plus tarder, je vous présente M. Tim Auger. Excellent, merci. Est-ce que je peux prendre oui. le bâton? Là? Oui. Tim, directeur de recherche chez Biocarburants Avancés Canada, une association industrielle nationale qui promeut la production et l'utilisation de biocarburants avancés au Canada. Merci. D'accord. Bonjour à tous. C'est mon grand plaisir d'être ici avec vous et de voir tout le monde en 3 dimensions. Ça fait trop longtemps que je vous rencontre en 2 dimensions seulement. Je suis le directeur de recherche avec Biocarburants Avancés Canada. Et je vais vous parler un petit peu à propos d'ABFC, mais aussi, pour la plupart, on va parler de ce qui était le RCP, le règlement sur les combustibles propres. Biocarburants Avancés Canada est une association nationale qui représente des producteurs de biocarburants, des développeurs de technologies, des rechercheurs et d'autres compagnies et sociétés à travers le Canada. Si vous voyez la petite carte là, vous voyez qu'il y a beaucoup de membres dans l'Ouest, en Alberta et Colombie-Britannique, et aussi en Ontario et au Québec, parce que ce sont des régions où les réglementations dirigent l'investissement, et c'est aussi les régions où on utilise la plupart des carburants au Canada. Un peu aussi, nos membres représentent plus de 23 milliards de litres de production de biocarburants. Et je vais aussi parler un peu sur le sujet de nos autres affaires quotidiennes. ABFC, on produit plusieurs ressources pour l'industrie, pour le gouvernement, pour n'importe qui. On fait beaucoup de travail dans le domaine public. On met un rapport Biofuels in Canada, c'est un rapport annuel. C'est comme une compilation de données de notre secteur, des données qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. Et c'est publié par Navius Research. Et c'est tout ouvert pour tout le monde de télécharger. Il y a un workbook là, avec toutes les données de 2010 jusqu'à, j'aimerais dire au présent, mais c'est jamais possible d'avoir des données aussi courantes que ça au Canada, mais assez courant qu'on puisse faire. Autrement, on a publié ce qu'on appelle le report card, c'est comme un bulletin scolaire, une comparaison entre les provinces pour vraiment dénoter quelles provinces sont des leaders avec leur règlement et quelles provinces sont un peu plus en arrière. Et c'est une comparaison des bénéfices, de ce qui se passe en ce qui concerne les taxes sur les carburants et aussi les volumes qui sont utilisés et produits dans chaque province. D'accord, l'ordre du jour, on va commencer par un petit aperçu du RCP. On va parler du cible et de la trajectoire. Aussi, on va passer plus de temps sur les avantages et les enjeux et on va le suivre avec une discussion avec mes collègues ici. Alors, on passe des détails du RCP. Et c'est un règlement assez complexe. On va toucher seulement sur les détails plus haut, de niveau assez haut. Mais le RCP exige que les fournisseurs d'essence et de diesel à travers le Canada réduisent l'intensité en carbone des carburants qu'ils produisent et vendent au Canada d'ici 2030 jusqu'à à compter du 1er juillet 2023. La mise en place initiale permet de générer des crédits anticipés
Cela a commencé le 21 juin l'année passée. Alors, c'est-à-dire qu'à ce moment, il n'y a pas d'exigence à cause du RCP, mais les participants qui peuvent générer des crédits sont déjà engagés à produire leur carburant et à générer des crédits de conformité. L'intensité en carbone doit être réduite par 3,5 grammes d'équivalent de CO2 par mégajoule en 2023 et de 1,5 grammes chaque année jusqu'à 14 grammes en 2030. Vous voyez dans le tableau en bas là, la réduction, ça commence par 4% à peu près et monte jusqu'à 15%. Et c'est ça vraiment l'essence du RCP. Mais comment ça fonctionne? On va parler un peu plus sur ces détails ici. Comme j'ai dit, les parties réglementées sont les fournisseurs des carburants, les producteurs, les importateurs des carburants fossiles. Si le niveau de l'intensité en carbone est plus haut que l'exigence de leur règlement, ils vont générer des débits. Et pour être en conformité avec le règlement, il va falloir obtenir des crédits pour achever l'équilibre entre les deux à la fin de la période de conformité. Alors, les crédits de conformité, ils peuvent être créés en plusieurs manières. Il y a l'importation des carburants à faible intensité en carbone. Il y aura des participants volontaires et ils peuvent faire des accords, ils peuvent mettre leurs crédits sur le marché ouvert et les parties réglementées peuvent acheter ces crédits sur le marché. Et les parties réglementées peuvent aussi développer des accords interparties directs pour obtenir des crédits. Uniquement, le RCP aussi inclut exigence volumétrique. C'est le même qu'il était avec le RCR, le règlement sur les carburants renouvelables. C'est 2% dans le diesel doivent être renouvelables et 5% dans l'essence doivent être renouvelables ou à faible intensité en carbone. Pour générer des crédits, il y a 3 catégories de conformité. Catégorie 1, c'est la réduction de l'intensité en carbone des combustibles fossiles. Et je ne sais pas, est-ce que vous voyez? Non, c'est dans la mauvaise place. Ben, il y a une liste, je vais vous dire. C'est des choses qu'on peut faire pour générer des crédits dans la catégorie de conformité 1, ce qu'on dit CC1. C'est de faire des améliorations en amont. On peut utiliser le captage et stockage du carbone et c'est juste réduire l'intensité en carbone des produits qui se proviennent des produits fossiles qui se proviennent de la Terre. Aux raffineries. Oui, aux raffineries, c'est ça, merci. Deuxièmement, catégorie de conformité 2, CC2, ça c'est pour la plupart les carburants à faible intensité en carbone, et c'est-à-dire les choses comme diesel renouvelable, biodiesel, éthanol, il y a aussi des combustibles synthétiques et ça dépend de ce qu'on fait, mais propane renouvelable et propane peut être inclus là. Et troisièmement, CC3, ça c'est changement ou choisir une autre manière d'alimenter utiliser notre source d'énergie. Dans ce cas, on a l'exemple des voitures électriques. Il y a aussi l'hydrogène. On peut juste éliminer le carburant fossile et changer à une autre méthode. Ça inclut aussi l'hydrogène et les fuel cells d'hydrogène. Il y a aussi plusieurs flexibilités dans le règlement. On ne va pas parler de tous ces détails-là, mais c'est-à-dire qu'il y a ample opportunité pour les parties réglementées de trouver assez de crédits. Et on prévoit que l'exigence du RCP
ne va pas créer vraiment de demande additionnelle pour les biocarburants jusqu'à 2025 ou 2026. Alors, on a quelques années où on prévoit que ça va être vraiment dirigé, la demande va être dirigée par les règlements provinciaux. Et il y a un petit point ici, il y a aussi un nouvel modèle de cycle de vie. Et ça, c'est un des points qui n'est pas tout à fait défini. Il y a toujours des changements qui sont en train de se passer avec ECCC, avec l'environnement et le changement de climat, le gouvernement fédéral. Et il y a aussi quelques autres choses qui concernent la durabilité et ces exigences-là qui sont en train d'être établies et définies. Mais on passe ici. La chronologie du réglementation, on ne va pas toucher sur tous les détails ici, mais comme j'ai dit, ça a commencé l'année passée, mais c'était juste une opportunité de générer des crédits volontairement. Et l'exigence, ça commence le 1er juillet 2023, cette année. Les premiers rapports de conformité vont être créés l'année prochaine, en 2024. Et c'est notre vue qu'on ne verra pas des données de comment ça marche, comment ça fonctionne, le marché de crédit débit, avant que 2025. D'accord. Je vais toucher sur quelques avantages et enjeux du réglementation. Ce qui est excellent du réglementation est de créer un marché de crédit ouvert, transparent, où les participants peuvent être, on espère, qu'ils vont être engagés et ça va être assez compétitif. Et il y aura un prix visible et transparent pour tout le monde de participer à générer et vraiment à établir la valeur de l'intensité en carbone. Dans le règlement, ils ont créé une plateforme pour le resserrement post-2030. Alors, ça, c'est une bonne petite addition pour assurer qu'on peut améliorer le règlement. Il y a aussi des critères de durabilité et ils sont crédibles. Et pour les matières premières, des biocarburants, c'est très important. Ils sont toujours pas tout à fait établis, mais sont en train d'être stabilisés. Et on prévoit que l'RCP va inciter le secteur du raffinage à adopter les biocarburants avancés. On prévoit qu'on verra plus d'utilisation des véhicules électriques, de l'hydrogène, de GNR. Mais il y a des avantages, mais aussi on voit qu'il y a plusieurs enjeux toujours. Et ce qu'on voit comme les plus gros sont les réductions de GES de production en amont. Ça dilue le signal non fossile, ça dilue le signal pour les carburants propres. On verra, il y a beaucoup de questions sur le sujet, mais il y a le potentiel là de voir beaucoup de crédits de CCE. Il y a le rigueur, comme j'ai dit, du RCP est un peu retardé pendant 2023 jusqu'à 2026. On a fait un peu de modélisation et cela indique que c'est super important d'avoir des endroits comme le Québec avec des réglementations comme le règlement sur l'intégration des carburants à faible intensité en carbone pour établir une bonne plancher fort et créer une signal pour la demande. Les crédits non carburants sont aussi possibles dans le règlement. Je ne vais pas parler beaucoup sur ce sujet, mais c'est un peu bizarre que c'est possible, mais ça suffit. Et j'ai aussi parlé des rapports. C'est 2025 quand on verra les premières données de la système. Et maintenant, on passe à la discussion. On va répondre à plusieurs questions. Et, ouais. Merci, Tim. Je retourne ça. Oui, tu as besoin de le bâton? Je crois que non, ça va être correct. Okay. Merci. Très intéressant. Donc, avant de passer à la discussion, je vais vous présenter nos deux autres panélistes. On a M. Simon Doré, qui s'est joint à Inoltech en tant que PDG en 2015.
Il a joué un rôle central dans la croissance et la transformation de l'entreprise. Depuis 15 ans, il œuvre dans l'industrie du biodiesel au Québec. Donc, Simon, si tu veux présenter peut-être Inoltech, puis... Oui, Inoltech est un fabricant de biodiesel qui est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, une capacité de 12 millions de litres, fabrique principalement de l'huile de cuisson recyclée et de gras animal, produits recyclés. Puis on fait des carburants avec des intensités carbone très bonne performance environnementale. C'est cela. Puis M. Jean-François Nollet, qui est directeur principal Affaires gouvernementales mondiales pour Enerkem. Avant de se joindre à Enerkem, Jean-François était directeur principal Affaires publiques chez les producteurs laitiers du Canada, où il dirigeait les équipes de communication, les affaires gouvernementales et réglementaires. Si tu veux nous parler un peu d'Enerkem. Excellent, oui, merci. Bonjour à tous. Très heureux d'être ici. Merci à l'ACPAR pour l'invitation. Bravo, Tim, pour ta présentation. Donc, Jean-François Nollet chez Enerkem. Enerkem, nous avons développé une technologie, en fait, qui permet de produire des biocarburants et des produits chimiques circulaires à partir de déchets, donc de matières non recyclables, également de biomasse résiduelle, principalement dédiés au secteur difficile à décarboner. On va en parler dans quelques instants parce qu'il y a un enjeu là, d'arrimage, notamment pour les secteurs de l'aviation, secteur maritime également, et du transport lourd. Donc, nous avons des projets, en fait, nous avons une usine en opération à Edmonton, un projet en construction que vous avez sûrement entendu parler à Varennes, donc qui est en construction à l'heure où on se parle, et également des projets en développement en Europe et aux États-Unis. Merci. Peut-être pour lancer la discussion, la première question que j'aurais le goût de vous poser, c'est en lien avec l'atelier d'aujourd'hui, c'est quels sont les enjeux, les défis d'arrimage que vous vivez, ceux que vous anticipez peut-être qui vont être à venir entre le nouveau règlement dont Tim vous a parlé, Clean Fuel Regulation, et les mesures qui sont déjà en place et ceux qui sont peut-être à venir aussi, comme le fameux crédit d'impôt québécois. Peut-être Simon. Oui, je peux y aller, ça fait plaisir. Donc, en fait, Patrick mentionnait au départ, on a ce que tu as appelé une courte pointe, je pense, ou un patchwork, là, une mosaïque plutôt, de différentes réglementations ou mesures mises en place pour soutenir et permettre le développement et la lancée, en fait, de ce secteur des biocarburants au Canada. Et c'est très bien. On travaille sur de très bonnes fondations et maintenant, bon, ça s'est un petit peu accéléré avec le CFR, le RCP, merci. Donc, il est en cours de développement depuis plusieurs années. Hein. Je pense que ABFC avait calculé 1368 jours, je pense. 6 années, 6 ans de travaux. Donc, vous pouvez imaginer que depuis le départ, du moment où on a initié en fait les travaux reliés sur ce règlement, et maintenant, on est dans des contextes qui sont assez différents. Maintenant, on a une bonne fondation, comme je le mentionnais, mais on a un contexte mondial également qui est différent depuis ce temps-là. Vous avez entendu parler également du Inflation Reduction Act, de la réponse européenne qui se prépare également. Et on doit travailler avec les outils qu'on a, au Québec notamment avec les crédits d'impôt qui sera en place et qui est un message positif, qui est un bon point de départ, mais on doit arrimer tout ça ensemble. Et dans les principaux enjeux d'arrimage, d'une part, au Québec, on a le cumul, donc qui ne sera pas possible ou qui n'est pas encore possible entre le règlement fédéral et le crédit d'impôt provincial. Donc, c'est un enjeu qui est majeur. Et l'autre élément également, c'est l'aspect restrictif du crédit au Québec qui s'applique principalement sur tout produit ou biocarburant qui peut se mélanger à l'essence ou au biodiesel. Donc, le crédit fédéral est plutôt agnostique, donc on va travailler avec les carburants qui ont une intensité carbone très faible. Et le Québec là, a une opportunité de s'arrimer sur ce règlement fédéral pour s'assurer d'inclure notamment les carburants pour les secteurs difficiles à décarboner, aviation, maritime et autres. Il y a un moment, une opportunité que le Québec peut saisir très, très rapidement, en fait, dans le prochain budget. Et c'est important de le faire, je mentionnais, notamment par les pressions internationales qui se font sentir, qui ont un impact direct et immédiat, en fait, sur la production actuelle, mais également sur les investissements futurs reliés à cette production-là. Donc, 2 éléments que je souligne, je suis convaincu que Simon en a d'autres et que Tim, là, mais 2 éléments très, très importants sur lesquels on peut agir très rapidement. Oui, en fait, je pense qu'il faut prendre un pas de recul. Le RCP, c'est une mesure pour stimuler la consommation, l'utilisation de carburants renouvelables. C'est calqué sur le LCFS, Low Carbon Fuel Standard de la Californie,
Puis l'idée, c'était d'utiliser et de décarboner ces secteurs-là de transport. Et puis, en Californie, entre autres, ça a apporté le plus de réduction de GES, de CFS au niveau des carburants, de réduire l'intensité carbone des carburants de transport. Et puis, la Californie consomme beaucoup de carburants renouvelables. Ils n'en produisent pas nécessairement beaucoup. Ils n'en produisent pas, ils en importent partout aux États-Unis. Beaucoup est utilisé là-bas. Donc, c'est cette idée-là de favoriser l'utilisation et l'intégration des carburants renouvelables dans la chaîne de distribution. Et puis, d'un autre côté, on a une mesure qui est, nous allons aider les producteurs québécois à lever de terre, puis à prendre de l'essor, en donnant un crédit à la production, qui est un crédit donc basé sur la production. Les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le Manitoba, un exemple. Manitoba a un standard de 5% de biodiesel, diesel renouvelable. Dans le diesel, ils ont zéro production. Ils n'ont pas de producteur. Eux autres, ils veulent favoriser tout simplement l'utilisation. Donc ça, c'est une chose. De l'autre côté, l'Argentine produit des carburants renouvelables pour le monde entier, l'Indonésie aussi. Et puis, eux autres, ils l'exportent. C'est un modèle d'exportation. Donc, c'est basé sur la production de générer la valeur dans les industries qui produisent ça. Donc, c'est deux mesures complètement différentes. Et puis là, on a remis les deux, puis ça n'a en soi rien à voir. L'idée de dire, parce que ce qu'il faut dire, là, c'est que le gouvernement du Québec a dit que si le RCP prenait de la valeur, ça serait déduit du crédit à la production. Donc, tout simplement, à ce moment-là, du moment où c'est que le marché des crédits carbone du RCP va prendre de l'ampleur, à ce moment-là, les producteurs québécois vont se retrouver à ne plus avoir de crédit à la production parce que le RCP va l'avoir donné. Ça semble logique de dire, vous avez l'argent d'une place ou d'une autre, mais tout simplement, la compétitivité n'est plus la même du tout. À ce moment-là, le RCP, l'argent qui est là-dedans, est disponible pour les importations qui viennent d'Argentine, des États-Unis, du Canada. Puis le Québec, à ce moment-là, il va avoir compté sur quelque chose. On va avoir les producteurs, on va avoir fait des expansions d'usines en pensant qu'on allait avoir ça, puis ça va disparaître comme le tapis sous nos pieds. Alors, c'est de lier deux choses qui n'ont pas vraiment tant à voir que ça. Oui, pour nous autres, pour Biocarburants Avancés Canada, on parle toujours d'établir un signal clair, fort et durable à long terme. Et le Québec est déjà positionné comme leader au Canada et mondial d'être un endroit où on utilise les biocarburants, où on peut développer et produire les biocarburants. Mais si on perd ça, la compétitivité, il n'y aura pas d'investissement dans le futur. Et on regarde, il faut juste regarder la côte ouest avec Colombie-Britannique, avec Washington, Oregon et Californie aussi. Dans toutes ces régions, il y a du stacking. Chaque règlement a de la valeur et on ajoute la valeur de chaque règlement. Si c'est fédéral, provincial, dans le cas c'est un État, mais ça ne fait rien. On essaie de toujours ajouter un peu plus de la valeur pour améliorer l'arrimation et avoir une valeur sur l'intensité en carbone et valoriser votre produit d'une manière compétitive. Et c'est cela qu'on ne veut pas lâcher. On ne veut pas rater ça. On veut pas rater ça par éviter la potentiel. La preuve est un petit peu aussi dans le fait qu'au Québec, on n'a jamais eu des conditions favorables tant que ça pour les carburants renouvelables de base. Au fil des années, depuis 2010, moi je suis dans l'industrie depuis 2006, il y a eu 6 startups de biodiesel, des modèles d'affaires régionaux, tout ça, qui ont failli, qui ont fait faillite, qui ont fermé. Ça c'est un petit peu triste. Il n'y a aucun de ces... Les seuls survivants, Dieu merci, c'est Inoltech, et puis on a su tirer notre épingle du jeu. Mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de faillites, puis c'est un peu triste. Ça prouve, je pense, que les conditions n'étaient pas nécessairement là à ce moment-là.
Peut-être je peux ajouter là-dessus. Simon mentionnait, bon, certains modèles, le pays plus exportateur, importateur. Au Québec, on a la chance, là, on a un écosystème pour les deux. Donc, d'une part, il y a la matière première diversifiée. Le règlement, d'ailleurs, doit reconnaître, en fait, les différentes matières premières qui rentrent dans la composition des biocarburants, d'une part. Donc, on a la matière première, mais on a également le marché potentiel pour. Et je m'explique dans un contexte où on commence à peine au Québec, là, depuis une génération, à saisir l'importance de l'électron là, vert pour la décarbonisation, pour la transition énergétique. On en manque là, maintenant, donc on l'a entendu. Donc on se doit de valoriser cet électron-là dans la transition. Et c'est là qu'on voit la complémentarité de la molécule verte. Donc, la molécule liquide qui s'ajoute, qui vient complémenter l'électrification de l'économie pour la transition, notamment sur les secteurs difficiles à décarboner, mais également sur d'autres secteurs. Mentionné, bon, ça peut être la chauffe, ça peut être le propane et autres. Et il y a là une opportunité à saisir qui est réelle. Et des fois, au Québec, on part sur de bonnes fondations, mais on laisse un peu aller. On l'a vu dans l'éolien. Très, très bon départ il y a une quinzaine d'années. Ça a plafonné un petit peu. On s'est fait dépasser par les autres. Et là, on se réveille et on se rend compte qu'il faut accélérer la cadence. C'est la même chose dans le secteur des biocarburants. On a des joueurs qui sont bien ancrés, qui sont établis, qui restent, qui demeurent. Nos compagnies en sont des exemples. Il y en a d'autres également. Et là, il y a un contexte mondial tout à fait nouveau qui vient changer la donne. Et il faut le réaliser. Des fois, on a des œillères, puis on travaille un peu sur nos choses. Mais si nous ne faisons pas les changements, ce que j'appelle la nécessaire évolution de la réglementation au Canada pour l'arrimer sur ce qui se fait de meilleur pour garder ces investissements-là et en attirer d'autres, si on n'est pas assez ambitieux, des demi-mesures ne nous donneront pas la moitié des résultats. Hein. C'est une somme, là, c'est zero-sum game. Il faut être là dès le départ, il faut être très, très ambitieux. Donc, il y a un contexte favorable. Je pense que les gens qui sont ici sont assez sensibilisés, puis il y a des consultations prébudgétaires, puis on a tous fait valoir ces points-là. Mais je pense que ce sont des éléments importants à mentionner. Et la fenêtre d'opportunité, elle est assez courte. Merci. Donc, je résume. Un enjeu peut-être de compétitivité dans d'autres juridictions extérieures au Québec, il y aurait une additionnalité de ces mesures-là, alors qu'au Québec, il serait un peu en compétition. Ça pourrait peut-être créer des situations étonnantes où, par exemple, un producteur d'énergie basé aux États-Unis aurait le droit au crédit d'impôt aux États-Unis et aurait le droit au crédit de conformité lorsqu'il importerait son produit au Canada, alors qu'une entreprise basée au Québec qui fait la même chose, elle n'aurait pas ces deux avantages-là, donc serait moins compétitive. Oui. Intéressant. On a parlé un peu des enjeux puis des défis d'arrimage. Maintenant, j'aimerais vous entendre peut-être sur les impacts appréhendés qui pourraient découler de ce phénomène-là. Est-ce que vous anticipez peut-être qu'au niveau du marché québécois, ça pourrait créer un exode des capitaux? Quels seraient peut-être les impacts que vous anticipez? Bien, je vais commencer. C'est exactement ça. Il y aura le potentiel de perdre l'investissement, de perdre le signal qu'on a besoin pour voir vraiment une industrie forte et une industrie à long terme et de vraiment développer l'industrie pour agrandir, vraiment donner une raison de la croître. Je crois que à ce moment-ci, comme j'ai dit sur le sujet du RCP, si ça ne donne pas un signal jusqu'à 2025, il faut avoir quelque chose ici, au Québec, qui indique que maintenant, c'est le temps. Il faut commencer maintenant. Et sans avoir, on ne peut pas compter sur le signal fédéral pour faire cela. Et il faut vraiment indiquer qu'on veut voir l'investissement ici et la production. Et comme Jean-François parlait, il a dit qu'on peut vraiment agrandir le focus pour inclure tous les carburants. Ce n'est pas juste biodiesel, ce n'est pas juste diesel renouvelable, c'est les autres secteurs, c'est l'aviation maritime. Et il y a ce qu'on peut vraiment utiliser du RCP et les exigences qui existent pour définir quels carburants sont appropriés pour valoriser. Et c'est une grande opportunité et il ne doit pas se limiter.
Et si je peux ajouter un peu, juste pour revenir sur le type de carburant admissible, euh, ce qu'on voit se dessiner, ben, d'une part dans le reste du Canada, mais également aux États-Unis, au niveau des différentes mesures de soutien au secteur de la transition énergétique, c'est une approche agnostique quant aux moyens. Ultimement, on va valoriser l'intensité carbone, donc une intensité carbone le plus bas possible pour le produit, que ce soit l'électron, que ce soit l'hydrogène, que ce soit le biocarburant. Et ultimement, la technologie qui sera utilisée ou le produit qui sera utilisé peut varier. Et ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que les différentes mesures fiscales, provisions fiscales vont encourager de différentes façons, soit des crédits taxes à l'investissement ou à la production, ces produits, en fait, ou ces commodités pour avoir des intensités carbone le plus bas possible. Donc, on doit faire un peu la même chose, sinon on vient puis on choisit un peu. Les appels d'offres en électricité, ça va de la même façon. Il y aura peut-être une petite portion pour le solaire, mais sinon, on va inclure tous les renouvelables et c'est la façon qu'on doit aller pour aller chercher le meilleur produit au meilleur moment. Donc ça, je pense que c'est très important. L'autre, pour revenir à la question que tu mentionnais, Patrick, les impacts appréhendés, l'analyse d'impact du RCP, je ne me rappellerai jamais, du RCP a mesuré, a évalué la valeur des crédits du RCP à 151 $ la tonne en 2030. Alors, ça se traduit comment, ça, environ, là, réel? On dit qu'il y a une disparité, là. Si on prend, l'éthanol, qui est un biocarburant étalon, si on veut, la différence entre la valeur qui sera possible d'aller chercher pour une tonne d'éthanol avec le règlement fédéral, la différence entre la valeur de cette tonne-là avec le règlement fédéral versus ce qui est possible d'aller chercher avec le crédit québécois, c'est 400 $ la tonne. Donc, c'est significatif. Ce qui veut dire que dès 2030, le crédit fédéral va surpasser le crédit québécois. Et il est là le manque d'arrimage, ultimement. Il est là le problème et c'est là le gap que ça crée. Et cette avance qu'on avait peut-être dans l'établissement à la fois d'une chaîne d'approvisionnement ou d'une industrie qui à la fois peut produire et peut consommer ces produits-là, ben, elle s'estompe. Et ultimement, les investissements vont aller ailleurs, ça c'est clair. C'est un peu triste parce qu'en quelque part, on s'était donné un outil avec les crédits d'impôt à la production qui pouvait être intéressant, puis surtout, on a une prévisibilité de 10 ans, on allait jusqu'en 2033, et puis on avait quelque chose de bien, puis à cause il y a un peu une obsession de dire, il y a du monde qui pourrait faire trop d'argent dans l'industrie, tout ça, parce qu'ils vont aller chercher. On a mis une note de bas de page qui jette toute une incertitude sur le crédit d'impôt, sur la valeur du crédit d'impôt dans l'avenir, qui enlève tout le pouvoir. Qui enlève tout le pouvoir et l'attraction de ce crédit d'impôt-là. Puis c'est plutôt triste. Puis effectivement, quand on compare 2025, les producteurs américains vont être subventionnés pour la production, basée sur la production qu'ils vont faire, tout ça. Puis il n'y a pas il y a pour le moment aucun item comme quoi il ne pourra pas avoir d'additionnalité des valeurs. À ce moment-là, ben, tout simplement, on va perdre tout l'avantage qu'on avait. C'est plutôt triste parce qu'on était à une note de bas de page d'avoir quelque chose de solide. Alors, mais, c'est-on. Oui, puis en fait, le message, je pense que, en tout cas, de mon point de vue, que je souhaite envoyer à NRCam, c'est que l'opportunité, elle est là. La fondation, elle est là. La note de bas de page, changeons-la ultimement. Et je pense qu'il y a une compréhension réelle qui commence là, à percoler au gouvernement au niveau de ce qui est possible et de ce que d'autres font. Et c'est peut-être correct que le Québec ne voulait peut-être pas aller all-in dans les premières années et tout. Maintenant, c'est important d'envoyer le signal pour corriger cette situation-là. Et je le redis, le paradigme, le contexte mondial a changé. On n'est plus dans des enjeux de cumul. On veut réduire, on doit réduire les émissions, on doit s'assurer de ne pas aller les chercher en 2035, ultimement, mais d'aller les chercher pour 2030 le plus rapidement possible. Donc ça, je pense que ça percole également auprès de nos décideurs. Puis c'est à nous de relayer le message également, puis de s'assurer de faire la démonstration du pourquoi ça doit être fait. Mais si ça reste comme ça, c'est sûr qu'il y a un enjeu majeur, mais j'espère sentir un appétit pour apporter ces correctifs assez rapidement. Puis, doit-on rappeler les avantages des biocarburants, des carburants renouvelables
c'est disponible maintenant, les capacités sont disponibles maintenant, les investissements sont prêts à être faits, et ça va être dans la chaîne de distribution des carburants fossiles, ce qui est un avantage et un désavantage. Un désavantage pour le grand public, un avantage pour la disponibilité. Pas de changement au véhicule, c'est les mêmes véhicules qui fonctionnent. Et puis, on a des réductions de gaz à effet de serre d'ici 2030 qui sont probantes, probablement les plus grandes, plus que les véhicules électriques, assurément, qui vont être faites. Alors, c'est une très bonne chose. Oui, je vais juste ajouter que Biocarburants Avancés Canada a aussi créé un petit mini website où on démontre que les biocarburants sont une partie de la solution net zéro net en 2050. À cause de l'intensité en carbone, comme Simon dit, c'est assez faible et ça baisse chaque année. Alors, ils peuvent décarboniser jusqu'à zéro net ou moins que zéro le secteur de transportation. Alors, c'est vraiment, il y a beaucoup de valeur là. Intéressant, merci. On a parlé un petit peu des impacts appréhendés qu'il allait avoir le nouveau règlement sur les combustibles propres versus les crédits d'impôt québécois. J'aurais aimé ça vous entendre peut-être plus spécifiquement encore. Vous l'avez abordé un petit peu dans vos réponses, mais l'impact peut-être du Inflation Reduction Act, le IRA américain, à quel point ça pourrait venir impacter peut-être les décisions d'investissement au Québec, puis plus largement peut-être au Canada? Ben, je peux peut-être commencer. Ceux qui me connaissent, là, je sonne comme un disque qui saute là, depuis août dernier. Là. Avec l'Inflation Reduction Act, hein, il y avait un avant, puis il y aura un après. Donc, il y a vraiment... c'est la loi fiscale mondiale, en fait, qui va changer le secteur de la transition énergétique au niveau mondial de façon assez dramatique. On ne le réalise pas, hein, mais il y a 380 milliards de dollars qui sont déjà alloués. Donc, c'est à l'extérieur du contrôle du Sénat et de la Chambre de représentants. Donc, politique partisane, on peut faire beaucoup de bruit, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et le 380 milliards, c'est une estimation des coûts. Il n'y a pas de cap, là. Il y a certains économistes qui disent que ça pourra aller à l'intérieur de 10 ans jusqu'à 1 trillion, 1,2 trillion. C'était l'objectif de départ de l'administration. Donc, une loi qui arrive d'une façon où plus personne ne s'en attendait, là. On pensait que c'était un peu mort au feuilleton. Et cette loi-là a des incidences là, dans plusieurs secteurs, comme je mentionnais. Il y a quelques avantages, mais il y a également des enjeux qui sont reliés à ça. Donc, des avantages, on le sait, là, ça va vraiment soutenir plusieurs secteurs, incluant les biocarburants, l'hydrogène, captation de carbone et compagnie, mais également mettre un prix mondial sur le SAF, sur le carburant d'aviation durable, par exemple. Parce qu'il y a un des enjeux, puis je fais un petit aparté, tous ces règlements-là, tant aussi longtemps qu'on n'a pas de marché pour notre molécule, bon, ça va bien pour l'éthanol, pour le biodiesel, mais quand on rentre dans le méthanol, dans le carburant maritime, carburant d'aviation, tout le monde en veut, tout le monde en parle, mais personne ne veut payer pour. Puis il n'y a pas encore de réglementation, il n'y a pas encore de marché établi. Donc, ce genre de mécanismes-là, de mesures fiscales vont donner naissance à ces marchés-là. Le Canada doit emboîter le pas, le Québec également. Donc, comment on fait ça? Je pourrais y revenir tantôt, il y a certaines options. Mais ces mesures fiscales-là sans précédent, un effet sismique dans le secteur, une réponse européenne qui ont été pris de court un peu, réponse européenne qui s'annonce tout aussi grosse et costaude. Alors, quel sera l'impact sur les chaînes d'approvisionnement et sur les coûts de ces projets-là? Donc, on parle de réduction fiscale, donc de crédit, soit à l'investissement ou à la production, de 30-40 %, mais ultimement, est-ce que les coûts vont augmenter pareil? On verra. Mais l'accès à la capacité manufacturière de ces différentes technologies-là sera un défi colossal. Je prends par exemple l'hydrogène. Tout le monde parle d'hydrogène. On a ici l'hydrogène, on ne sait pas si c'est 1000 ou 2000 mégawatts, ou il y aura une partie de nos blocs d'énergie qui seront réservés pour l'hydrogène. On ne sait pas quand, on ne sait pas sur quel horizon. Le danger, c'est d'allouer des blocs d'hydrogène à des projets qui, malheureusement, ne pourront pas avoir accès à des électrolyseurs parce qu'ils vont aller aux États-Unis, parce qu'ils vont aller en Europe. Donc, il y aura à prendre en compte ces éléments-là sur les bris et la pression de la chaîne d'approvisionnement. D'ailleurs, c'était l'argument principal de l'Europe
qui critiquaient les Américains, en fait, sur dire ben, ça va faire effondrer, en fait, la chaîne d'approvisionnement mondiale dans les technologies propres. Il y a des études qui avaient été faites. Si l'Europe ne répond pas du tout au IRA, qui pourrait avoir des problèmes avec s'approvisionner en panneaux solaires pendant 5 à 7 ans. Donc, c'est important, là. Et nous, on est au milieu et au centre de tout ça, puis on a nos questions de cumul, puis est-ce qu'on envoie les bons signaux? Donc, je pense que rapidement, il faut prendre la balle au bon et se présenter comme on s'est toujours présenté face aux voisins américains. On est un edge au marché américain. Le marché américain, il est gros, il va très haut, il y aura des bas. Le marché canadien est plus stable, avec des politiques publiques plus stables également, moins gros, mais quand même tout aussi intéressant. Mais il va falloir faire l'argument, par exemple, parce que sinon, les investissements, ils vont ailleurs. Il y a eu une évolution dans les aides aux carburants renouvelables aux États-Unis. Pendant des années, il y a eu une taxe au niveau de l'utilisation des mélanges pour l'éthanol anciennement qui a été échu et qui n'a pas été renouvelé. Puis au niveau du biodiesel, il y en avait une aux États-Unis qui était là et puis qui faisait que les biodiesels américains ou canadiens ou des importations d'autres pays étaient utilisés puis étaient distribués aux États-Unis. Et puis, c'était une bonne chose. Ça faisait longtemps que les Américains arrivaient avec l'idée de transformer ça puis de mettre ça en crédit aux producteurs parce qu'ils veulent s'assurer de continuer à grossir l'industrie des carburants aux États-Unis. Et puis, il y a un désir profond d'augmenter leur industrie, puis en même temps, bien, ils ont été chercher SAF, puis toutes les autres technologies, parce qu'ils comprennent que c'est stratégique d'être dans ces technologies-là, d'amener dans ces industries-là, d'amener la technologie et d'amener la production aux États-Unis. Puis je pense que le désir est profond, puis il en parlait depuis plusieurs années. Alors, c'est là pour rester. Oui, de mon avis, s'il n'y a pas de réponse ou si la réponse n'est pas assez forte pour trouver l'équilibre avec le IRA, les investissements ne seront pas faits au Québec ni au Canada et il n'y aura pas de développement de l'industrie. On verra peut-être le développement des matières premières pour être exportées, envoyées à des autres pays, des autres producteurs. Mais c'est assez simple. Sans une bonne réponse, ça serait une industrie assez plate. Et vraiment, non, c'est ça. Tu as trouvé un autre job. Mais ceci dit, je pense que c'est important de rappeler que le Canada a été le premier pays à répondre officiellement à l'IRA avec l'énoncé économique à l'automne dernier, notamment avec quelques mesures, le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène et pareil pour l'électricité propre, je pense, pour les renouvelables. Et dans cette même énoncé économique, il disait qu'elle allait avoir des annonces additionnelles lors du prochain budget. Donc là, c'est là. Donc, et à ça, il va falloir que Québec réponde aussi ultimement, ou s'arrime sur ce que le fédéral propose. Et là, bon, les budgets n'ont pas lieu en même temps et tout, là, mais il va falloir s'arrimer rapidement. Et j'espère qu'ils se parlent et qu'ils se consultent, notamment sur le crédit d'impôt sur l'hydrogène, qui rentre dans la composition de certains biocarburants aussi. Parce qu'en ce moment, ce qui est proposé par le fédéral, je parlais des demi-mesures, demi-résultats, là, où il n'y en aura pas, là, ben, c'est à peu près ça. Donc, l'idée, là, c'est d'avoir des mesures qui sont ambitieuses, mais qui sont adaptées à la réalité canadienne pour que ces projets-là puissent se développer, mais d'envoyer les signaux également que le Canada et le Québec demeurent des endroits de choix pour investir dans ces projets-là. Quelques fois que vous le mentionnez, des signaux clairs, puis il y a aussi un enjeu, je pense qu'on en avait discuté ensemble, de prévisibilité. Le terme anglophone qu'on utilise souvent, c'est le risque de drawback, c'est-à-dire qu'à un moment, un règlement est mis en place, puis quelques années plus tard, avec un autre parti politique, peut être retiré ou changé. À quel point est-ce que vous jugez que ça peut être important, ça aussi pour les investisseurs? C'est des infrastructures, je comprends, qui vont durer pendant plusieurs années, des gros investissements, donc ce n'est pas un investissement à court terme. Oui, il y a déjà, autour du monde, il y a des investissements qui sont toujours en train d'être établis. Des dizaines de milliards de litres de production seront établis quelque part. Et pour éviter ce
parles de le changement des gouvernements et reculer les politiques. On peut faire des choses, ils ont déjà commencé à parler d'utiliser comme des types de garanties pour avoir, sur le prix de carbone, c'est des contracts for differences. Je ne sais pas le mot en français, mais c'est un outil dans leur boîte à outils pour supporter et donner un signal long terme. Si on a des signaux de 2-3 ans, ça c'est demain dans ce type d'investissement. Alors, on a vraiment besoin des signaux, pour 5-10 plus long que ça. Bien, on risque au Canada de faire face un peu à ça la première fois depuis peut-être 2015. Là. On verra, on est dans un contexte de gouvernement minoritaire, on se rappelle, il y a cette entente-là quand même, mais donc on a un gouvernement qui est en place depuis un certain nombre d'années. Il y a une alternance, ultimement, à un moment donné au Canada, on verra si jamais ça arrive, quand ça arrive. Mais le prix sur le carbone au Canada a été testé devant les tribunaux. Et quand on parle de signaux de prévisibilité, là, nos secteurs, on a besoin de ces signaux-là qui sont envoyés par le prix du carbone, qui couvrent tous les secteurs, qui ultimement vont alimenter cette demande-là de transition. Et là, advenant le changement de gouvernement, ben là, est-ce que les fondations de ce prix au carbone au Canada seront changées ou seront modifiées et on pourra voir quelle incidence ça pourra avoir sur certains règlements et sur certains secteurs. C'est à suivre de près. Très intéressant. J'aurais plein d'autres questions, mais il nous reste peut-être une dizaine de minutes. Je voulais voir du côté de la salle s'il y avait des questions pour nos panélistes. Oh, oui. Oui, je ne suis pas sûr que j'ai compris comme il faut, Tim. Est-ce que les produits gazeux pour le VNR sont considérés immédiatement comme un remplacement du carburant? Parce que dans le secteur des camions doux, oui, c'est sûr. Alors, on peut générer des crédits immédiatement. Ça dépend de ce qu'on fait avec le GNR, mais si ça remplace une plateforme traditionnelle, on appelait ça fuel switching, c'est la catégorie 3. Okay. Mais aussi, on peut utiliser le GNR dans la production des biocarburants traditionnels, ou plus traditionnels, juste pour abaisser l'intensité en carbone. C'est parce que dans le camionnage lourd, les alternatives sont pas nouveaux. Comme M. Fitzgibbon a indiqué ce matin, les camions électriques sont pas là sur une base technologique. Alors, le GNR, même ça, c'est à cause de la technologie qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des moteurs qui vont venir au-dessus. Ah oui, on voit aussi des technologies comme des hybrides, comment dit-on, hybridization avec le diesel, avec l'hydrogène. Ça arrive déjà en Alberta. Il y a une compagnie qui fait cela. Et il y a beaucoup de possibilités d'utiliser 2 sources d'énergie ou 3 sources d'énergie pour vraiment créer une plateforme qui peut être compétitive avec les carburants traditionnels. Dans ce contexte, si j'achète du GNR et de l'énergie du pipeline, moi je l'utilise dans le contexte du transport, c'est qui va avoir le crédit là-dessus? Ça dépend. On n'entend pas. Pas sûr qu'au Québec ça fonctionne en ce moment. Oui, c'est ça. C'est ça fonctionne pour la LCVS, mais aujourd'hui, le GNR n'est pas inclus comme ça. Mais c'est ça que j'ai posé. C'est ça, mais donc, c'est parce que c'est pour ça que je me permets, c'est parce que la réponse n'est pas tout à fait exacte. Vous m'expliquez que le GNR n'est pas éligible sur le côté fédéral comme Non, oui. C'est ça. En fait, votre question, là, c'est la question d'arrimage. Là. Je veux dire, c'est exactement ça qu'on voit. Là. Mais ça, c'est un problème parce que le GNR est l'orphelin là, de la réglementation québécoise. Ouais. C'est pour ça que j'ai posé la question sur le voilà. côté fédéral. Alors, sur le côté fédéral, est-ce que c'est-tu la personne qui le met dans le transport? Ou c'est quelque chose à négocier avec Énergie? Ou... Il y a beaucoup de possibilités. Typiquement, je crois que ça serait... il y aurait la partie qui fait le fuel switching, qui déplace
l'autre carburant. Oui, dans le mais on peut décider quoi faire avec les crédits et on peut avoir un agrément interparti, un accord c'est presque direct. L'autre partie va recevoir vos crédits si ça peut être. Puis l'idée des prix du crédit, ça va être vraiment un marché libre qui va être Oui, transactionnel. c'est ça. On aura de la visibilité sur le prix. Oui, dans la manière du Colombie-Britannique et Californie, oui, ça va être assez transparent, mais il nous faut plusieurs années avant qu'on va vraiment voir de la participation, des données, et c'est très... Dans le RCP, ils ont vraiment dilué le signal. La première portion, la dernière moitié de l'année précédente, 2022, on avait le droit de générer des crédits avec le carburant qu'on produisait. En plus de ça, on avait le droit de générer des crédits de conformité selon l'ancien règlement qu'on pouvait traduire en crédit carbone selon RCP. Alors, il y avait comme une double génération. Là, encore, on a 6 mois où c'est qu'il n'y a pas d'exigence, mais il est possible de créer des crédits en ce moment. Puis le 1er juillet, ça commence, l'exigence. Le signal va être hyper dilué au début. Il n'y aura pas vraiment de marché avant 2025. Un peu aussi comme le règlement sur le carburant à faible intensité carbone du Québec, il y a une zone d'exclusion pour qu'il y ait une grosse portion du Québec qui n'est pas incluse, qui inclut les Bois-Francs, la capitale nationale jusqu'au Saguenay, tout ça. Puis tout ça n'est pas inclus dans l'exigence, donc le signal est encore dilué. Puis vraiment 2025 va être complètement un changement de paradigme à bien des niveaux dans nos secteurs de carburant renouvelable. Ça, je peux vous le dire, ça va être très différent. Un autre facteur qui va aussi influencer la demande, l'offre et le prix, évidemment, c'est l'intensité carbone qui va, comme Tim l'expliquait, qui va diminuer à chaque année. Donc, éventuellement, plus elle va baisser, plus les gens qui vont être au-dessus vont avoir besoin d'acheter des crédits de conformité. Donc, ça va faire un impact sur la demande et sur le prix, évidemment, de ces crédits-là. Oui? Serge Bédard, Ressources naturelles Canada. Une petite question. On entend de plus en plus parler du besoin de générer des émissions négatives pour atteindre le net zéro. Et ça implique une utilisation importante de la biomasse et une forme ou une autre de capture du carbone. Comment vous voyez l'impact que cela pourra avoir sur la production des biocarburants et surtout sur la disponibilité de biomasse pour faire des biocarburants pour le transport, qui eux ne permettent pas de faire des émissions négatives? Alors, je voulais vous entendre là-dessus. Bon, ma réponse, elle est spécifique un peu à notre technologie, à nous, par exemple, ou dans notre matière première, on peut avoir des matières solides, des déchets solides municipaux. Et avec notre technologie, donc, on peut produire des biocarburants, je le mentionnais, et également des produits chimiques circulaires. Donc, qu'est-ce qu'il y en est finalement? Donc, on peut prendre la portion biogénique de notre biocarburant et l'envoyer dans le secteur des transports. Et là, à ce moment-là, il y aura une intensité carbone négative pour cette portion-là. La portion dans les produits, dans les déchets solides municipaux, par exemple, pour prendre cet exemple-là, où il y a du plastique ou contaminé, par exemple, ou des matières qui ne sont pas biogéniques, on peut séparer le produit et envoyer cette portion-là du produit dans des produits dans la pétrochimie circulaire. Et pour ça, il faut créer un marché, il faut créer une réglementation qui le permet, mais il y a là une opportunité incroyable pour ultimement réduire nos émissions de façon négative, dans ce cas-ci, d'une part, mais également s'assurer d'éviter d'envoyer des matières à l'enfouissement pour extraire des hydrocarbures additionnels pour produire ces produits chimiques. Donc, à ce moment, le marché, il est plus que naissant, il est moins que naissant, en fait, là, il est à faire croître, mais il y a une opportunité importante pour le faire. Maintenant, il y a d'autres possibilités de le faire. Aux États-Unis, avec les incitatifs pour le CCS, pour la captation de carbone, ça amène d'autres possibilités. Il y a certains marchés européens qui se décident de cette façon-là également, mais il y a une possibilité de le faire, évidemment, mais il faut que ce soit encouragé avec la réglementation et les incitatifs appropriés. Beaucoup de questions encore, mais je vois que le temps file. Malheureusement, on va devoir arrêter cela, mais je pense que ça démontre l'importance de tous les enjeux d'arrimage, toutes ces questions-là qu'on a, comment est-ce que tout ça va se ficeler ensemble.
et s'influencer les uns les autres. Donc, je voudrais remercier nos panélistes pour avoir apporté un peu de lumière sur le sujet.